Semences paysannes ou OGM, le vivant ou le profit? Il s'agit de la 21e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Aujourd'hui avec Patrick de Cocheco, qui est paysan meunier boulanger dans le Lot-et-Garonne et qui a été pendant plusieurs années coordinateur national du réseau Semences paysannes. Allô, Patrick de Cocheco? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui la 21e émission dans cette série Raconte-moi les OGM. Et pour peut-être la première fois, nous allons consacrer cette émission vraiment entièrement sur les questions des semences. Évidemment, il y a un lien avec les questions des OGM que toi tu vas nous expliquer un peu pendant cette émission. Mais pour commencer, ce serait intéressant et important que tu te présentes un peu ta relation avec les semences, les OGM, et puis voilà, ton parcours en quelque sorte. D'accord. Alors du coup, moi, j'ai fait agronome de formation il y a déjà un petit moment. J'ai plus de 60 ans, et j'ai été ensuite paysan meunier boulanger pendant 30 ans environ dans le sud-ouest, où je suis encore aujourd'hui. Pendant cette période-là, j'ai aussi fait un petit détour comme animateur et coordinateur du réseau Semences paysannes de 2008 à 2018. Et récemment, il y a 2-3 ans, j'ai cofondé la communauté Emmaüs Le Maquis dans le Lot-et-Garonne, qui est la deuxième communauté Emmaüs qui est 100% agricole. Voilà, donc après, pour dire juste un petit mot sur mon lien particulier aux semences et aux OGM, c'est que quand je me suis installé paysan en 1996 dans le Lot-et-Garonne, ma première culture de soja bio, du coup, on a retrouvé des OGM de Monsanto dans la récolte, et que ça m'a mené sur pas mal de combats par derrière, parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment se faisait qu'on retrouve des OGM dans ma culture, alors qu'on en parlait à peine en 1996. Et puis donc de comprendre en fait que ces trucs qui allaient débarquer dans nos champs, dans nos assiettes, étaient de nouveau des outils en fait pratiquement totalitaires par rapport au fait qu'on ne peut pas s'en protéger, on ne peut pas empêcher de contaminer nos cultures plus telles bio. Et voilà, et que du coup ça m'a amené d'un côté une bonne partie de ma vie de paysan sur de la résistance à ces technologies, que ce soit par la participation à des fauchages avec les faucheurs, jusqu'à la participation à une instance qui a été créée en 2009 qui s'appelle le Haut Conseil des biotechnologies, dans laquelle avec plusieurs autres organisations on a essayé de faire valoir la parole de la société civile. Je dirais que ça n'a pas été un grand succès. Et puis, pour finir, en fait, en tant que paysan, on cherche aussi des solutions, parce que c'est fatigant de passer son temps à s'opposer, à être contre des choses, si on n'a pas vraiment des choses à proposer. Et tout naturellement, c'est les semences paysannes qui viennent qui apparaissent comme étant la seule alternative valable, en fait, face à cette technologie et cette industrialisation de toutes les étapes de l'agriculture, à commencer par la semence. Oui, je pense qu'on va passer pas mal de temps dans cette émission pour expliquer, pour comprendre. Bien sûr, le choix de semences, ça s'implique un choix de quelle forme d'agriculture. Est-ce que c'est une agriculture bio, paysanne, est-ce que c'est plutôt industriel, etc. Mais juste pour comprendre, quand on trouve comme ça des OGM dans une culture à l'époque, en 96, sur une ferme bio, a priori, ça peut avoir vraiment un impact. Je veux dire, est-ce que c'était quelque chose qui est devenu connu? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus vraiment vendre ces produits comme bio, ou qu'est-ce que ça donnait à l'époque?
Ça a créé pas mal de remous par derrière. Alors, pour être précis, il s'agit d'une culture de soja de 1996, donc que j'ai semé au mois de mai 96, que j'ai récolté en septembre 96, et que j'ai livré à un organisme stockeur pas loin de chez moi, dans le Gers, qui lui a fait son travail et l'a revendu au cours de l'année qui a suivi. Et c'est au cours de l'année qui a suivi qu'il a revendu une partie de cette récolte à un transformateur en Allemagne qui faisait du tofu bio. Et lui, ce transformateur, a reçu la visite des fraudes allemandes qui sont venus lui expliquer qu'ils avaient retrouvé dans ces pots de tofu des traces d'OGM, d'OGM de Monsanto, de résistance au Roundup. Et donc, ils lui ont demandé de retirer de la vente tous ces produits parce qu'il avait obligation d'étiqueter risque de contenir des OGM dessus, ce qui était la réglementation à l'époque en vigueur et ce qui est parfaitement incompatible avec du tofu bio. Donc le gars en question s'est retourné contre l'organisme stockeur qui m'avait acheté ma production et qui eux-mêmes se sont venus vers moi, ils m'ont pas attaqué, mais on a travaillé ensemble pour essayer de comprendre d'où ça venait, et on a fini par comprendre en fait que ça venait de la semence que j'avais utilisée. Comme c'était ma première culture de soja, j'avais acheté les semences à la coopérative bio, mais à l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des semences labellisées bio en soja. Et donc c'était des semences qui n'étaient pas traitées, mais qui étaient issues d'une culture, classique. Et ces semences, en fait, ils étaient dans l'impossibilité, les producteurs de semences, d'être totalement isolés et d'avoir la garantie qu'il pouvait y avoir une absence totale de semences OGM dans le lot. Donc on parle de taux assez infimes, de moins de 0,1%. Qui aujourd'hui ne passerait même pas par les radars, on n'en parlerait même pas. Mais à l'époque, comme il n'y avait aucune législation dessus, ça a créé un problème. Il y a eu quand même un petit peu de médiatisation autour de ça. Et puis derrière, ça a imposé à la filière bio de mettre en place tout un tas de mesures pour essayer de protéger la filière et pour essayer de garantir aux consommateurs bio qu'il n'y avait pas de présence d'OGM dedans. Donc ça veut dire avec l'instauration de seuils, l'obligation de faire des analyses sur les lots de semences, etc., etc. Donc ça a été quand même, avec des conséquences lourdes pour l'ensemble de la filière. Et moi, au niveau personnel, j'ai pas eu de conséquences économiques directes puisque ma récolte avait été vendue et j'avais été payé. Mais c'est derrière, en fait, la difficulté d'accepter cet état de fait qui est plutôt, pour moi, c'était inacceptable. Et je me suis joint à ce qu'on appelle une class action, c'est-à-dire une action collective en justice aux États-Unis contre Monsanto. Ça a duré quelques années jusqu'à ce qu'ils arrivent à déplacer la procédure dans un État où ils avaient un juge à leur botte et qui a fini par jeter la procédure à la poubelle et classer ça sans suite. Oui, parce qu'il faut quand même dire que, bien sûr, tu n'es pas le seul d'avoir subi cette mauvaise aventure. Je veux dire, il y a des cas célèbres aux États-Unis de personnes qui ont retrouvé des OGM dans leur champ. Oui, il y avait à l'époque, au même moment que moi, il y avait un certain Percy Schmeiser, qui était, je crois, au Canada, et qui lui c'était une autre mode de contamination. Mais je crois que c'était aussi, c'était pas sur du soja, c'était sur du colza. Mais en fait, après, on a su, c'était devenu carrément un business pour Monsanto, qui, eux, ce qu'ils vendent, c'est des droits de propriété, c'est du brevet plus que des semences. Et derrière, ils ont embauché tout un tas de gens qui allaient vérifier qu'il n'y avait pas des traces de leurs OGM brevetés dans les champs des uns et des autres, attaquer des gens en justice pour récupérer de l'argent, même si c'était des gens qui avaient pas forcément triché en rachetant des semences sans payer le brevet, mais qui avaient simplement été contaminés et ressemé leur récolte. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'une technologie totalitaire en fait, parce que avec les droits de propriété intellectuelle qui vont avec,
c'est la fin disons, du partage et des semences qui a été en fait à l'origine de toute la diversité de ce qu'on a pu manger et ce qu'on a pu cultiver jusqu'à aujourd'hui. On va évoquer cette histoire du Haut Conseil de biotechnologie. Finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça, cette histoire-là. Mais je trouve qu'avant, ce serait peut-être bien c'est vraiment les questions de fond, quoi, les questions vraiment importantes à comprendre. Justement, comment on peut expliquer l'importance de quelles semences on choisit, la différence entre des semences, ce qu'on appelle paysannes ou des anciennes variétés, ou etc., des populations, comme on dit souvent, et des semences industrielles et l'impact direct que ça a sur la forme d'agriculture qu'on va mener. Oui, ça c'est effectivement le fond vraiment de l'affaire. La semence est à l'origine du système agricole et du système alimentaire qui se développe derrière. Pour le comprendre, je crois que c'est effectivement un terme que tu as mentionné, qui est le terme de population, qui était vraiment très très important à comprendre, pour comprendre qu'est-ce que c'est que la différence entre une semence paysanne et une semence industrielle, qui peut être un hybride, une lignée pure, ou pourquoi pas avec des OGM dedans. Une semence paysanne est toujours une population. Alors, c'est-à-dire, on entend bien le terme de population, c'est-à-dire que il y a tout un tas de variétés différentes, que ce soit des tomates, des courges, des blés, des seigles, etc. Et on arrive à les identifier parce qu'ils ont des caractères communs. Je vais prendre l'exemple du blé parce que c'est ce que j'ai le plus longtemps pratiqué en tant que paysan, meunier et puis boulanger. Et donc le blé, une population de blé, il y a une population très connue en France et assez ancienne qui s'appelle le rouge de Bordeaux. Donc une variété qu'on peut aussi appeler une variété ancienne. Souvent on utilise ce terme-là. C'est des variétés qui existaient avant l'industrialisation de l'agriculture et avant qu'il y ait toute une réglementation compliquée qui se mette en place sur les semences. Donc le rouge de Bordeaux, on le reconnaît, on est capable de le décrire, on voit à peu près sa taille, on voit sa couleur, la forme des grains, la forme des épis, et donc par ses caractères, ce qu'on appelle son phénotype, on peut arriver à décrire la variété qui est différente d'une autre variété, qui peut être le blanc de l'Aréole, la pétanielle noire de Nice, enfin toutes ces variétés de pays en fait. À l'intérieur de la variété qu'on reconnaît, qui est différente de notre variété, tous les individus sont génétiquement différents. Et ça, c'est essentiel, puisque c'est exactement ce qui la différencie d'une semence industrielle. Une semence industrielle, aujourd'hui, les deux grands types de semences industrielles sont génétiquement ce qu'on appelle soit des lignées pures, soit des hybrides F1. Pour faire court, on peut appeler ça des clones, puisqu'il se trouve qu'à l'intérieur de ces deux types de variétés, tous les individus sont génétiquement parfaitement identiques. Et donc c'est en ça que ça fait une grosse différence. On comprend bien en fait l'intérêt et le pourquoi de cette chose-là, c'est que à l'époque où les premiers sélectionneurs arrivent un peu, c'est des gens souvent issus de milieux très cultivés, vers la fin du 19e, début du 20e siècle, des gens comme Villemorin qui vont regarder un peu partout dans les champs, voient toute cette diversité, et en fait ce qu'ils essayent de faire, c'est de choisir à l'intérieur des individus qui leur paraissent plus gros, plus productifs, et c'est souvent sous l'angle de la plus grande productivité qu'on regarde ça, mais ça peut être aussi des individus qui sont moins malades, qui n'ont pas de maladie, qui sont sains, etc. Et à partir de là, on sélectionne un individu, et de cet individu, tous les descendants vont venir de cet individu. La technique de sélection à partir du blé, qui crée des lignées pures, et à force de purifier, de faire en sorte que ça soit toujours des croisements à l'intérieur de ce même épi, eh bien on arrive à une population complètement homogène et consanguine, qui permet complètement de la distinguer d'une autre population. Et pour quelqu'un qui a le regard de sélectionner une variété qui va être une variété élite, et qu'on va pouvoir proposer dans le commerce à tout un tas de personnes sur le pays entier, la région entière, le pays entier, voire au monde entier,
il y a un gros marché qui peut être là en entendant les qualités génétiques de la semence. Il faut qu'elles soient donc parfaitement différentes et toutes les mêmes. Donc on voit bien que ce sont des préoccupations commerciales qui sont venues orienter l'œil et le travail des sélectionneurs et ensuite qui sont venus surajouter à ce travail-là d'imposer une réglementation sur le commerce des semences pour éviter que quelqu'un soit piraté ce travail, soit vendre ce travail en disant que c'est lui qui l'avait fait, vendre cette variété en disant que c'est lui qui l'avait sélectionné. À la fin du compte, on arrive avec une généralisation à partir de la Seconde Guerre mondiale, je dirais même pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque toutes les lois que je pourrais appeler des lois scélérates sur la semence, elles ont été mises en place pendant l'occupation, sous le gouvernement de Vichy, et donc ce sont des lois qui ont été d'inspiration nazie, qui se sont mises en place avec une idée de pureté de race, pour le végétal aussi, et puis une idée aussi du contrôle à exercer sur la production alimentaire, puisque celui qui contrôle la production alimentaire contrôle le peuple derrière. Donc cette chose-là a fait aboutir à vraiment deux types de semences. Les semences paysannes, population qui sont largement diverses, même à l'intérieur des variétés, eh bien, elles ont une qualité intrinsèque à cette diversité, c'est l'adaptabilité. Quand vous avez tous les individus qui sont génétiquement différents, vous les semez sur un sol qui lui-même est différent d'un endroit à l'autre, eh bien, les individus avec cette diversité réussissent à s'adapter. Une année, avec ce climat, tel individu va mieux se développer, l'autre un peu moins bien. Un individu va mieux se développer sur un sol, un peu plus calcaire, un peu plus acide, un peu en fonction des différents types de sols, un peu plus hydromorphes. Et donc c'est cette diversité qui permet l'adaptation, alors que dans la vision du sélectionneur qui sélectionne un individu élite pour vendre toute sa descendance, quelle que soit la technique qu'il utilise, eh bien l'idée c'est que cet individu élite, pour qu'il soit productif, il faut lui apporter ce qui lui manque. Donc dans une manière de voir autour de la semence paysanne, c'est la semence qui va s'adapter à l'environnement d'année en année, et dans l'autre cas, c'est l'environnement qu'on doit adapter à la semence pour qu'elle exprime son plein potentiel. D'où la nécessité d'apporter des engrais, puisque les sols sont divers et ils n'apportent pas toujours les mêmes quantités de nutriments pour la plante. Donc on va apporter des engrais pour nourrir la plante, et comme la plante elle se développe avec beaucoup d'engrais, elle va pousser très fort, et que c'est toutes les mêmes sur tout le champ, et bien forcément quand il arrive des problèmes sanitaires, un champignon, une maladie, du mildiou, de l'oïdium, il y en a plein de possibilités de problèmes sanitaires, de santé des plantes. Eh bien, les plantes sont toutes malades en même temps, et donc il faut appliquer des pesticides sur l'ensemble du champ. Ça va être des fongicides, etc. Comme on a mis beaucoup d'engrais, il y a beaucoup d'herbes aussi, de soi-disant mauvaises herbes ou d'adventifs, qui poussent aussi et qui concurrencent le blé, donc il faut mettre des herbicides. Et voilà, donc en fait, d'un côté, on a un système qui se développe et qui peut pas se développer sans son kit chimique d'engrais et de pesticides qui vont avec. Et de l'autre côté, on a une semence vivante, diverse, qui va s'adapter à son environnement. Donc on comprend bien que la semence, elle est à ce moment-là, on voit bien que c'est elle qui détermine le système qui va se mettre en place derrière. Avec la réglementation qui s'est mise en place de façon autoritaire autour des semences pendant la dernière guerre mondiale, eh bien on arrive à avoir supprimé des champs toute cette diversité de semences qui avait été en fait à la base sélectionnée par des millions et des millions de paysans pendant des milliers d'années depuis qu'il existe de l'agriculture, donc depuis au moins 10 ou 12 000 ans. Et toute cette richesse, elle venait du travail de tous ces paysans qui avaient des yeux différents, qui avaient des goûts différents, qui avaient des sols différents et qui ont échangé entre eux et qui ont fait circuler ces semences, qui a permis de nourrir l'humanité et que l'humanité se développe un peu partout sur tous les continents. Aujourd'hui, quand on regarde les semences qui sont imposées, elles sont toutes issues d'un très très petit nombre d'espèces et de variétés. Et donc, elles sont sur une diversité génétique vraiment très très restreinte qui en fait met en danger l'humanité par tout ce qui peut advenir et notamment par tout ce qui se présente en termes de changement climatique, quoi.
Poursuivons notre conversation avec Patrick de Cocheco, paysan boulanger, meunier dans le Lot-et-Garonne, et longtemps coordinateur du réseau Semences Paysannes. Il me semble que c'est encore presque plus pervers que ça, enfin c'est un autre élément, mais si je comprends bien, il y a aussi ce qu'on appelle la biopiraterie. Ça veut dire que, en fait, ces entreprises industrielles qui veulent proposer des variétés sur lesquelles ils vont faire des brevets d'ailleurs, on n'a pas trop mentionné le mot brevet, mais c'est essentiel, mais ils vont aussi quand même regarder qu'est-ce qui existe chez les semences plus anciennes, les variétés qu'on peut trouver sur tous les continents d'ailleurs. Ils vont chercher des éléments qui les intéressent, essayer de capter ces éléments et de les transformer pour qu'ils deviennent brevetables uniquement vendus par leur entreprise, quoi. Oui, c'est sûr, leur objectif aujourd'hui, l'objectif de tous ces grands géants de la semence qui sont en même temps des géants des biotechnologies, des multinationales, c'est de capturer le vivant par l'intermédiaire des droits de propriété intellectuelle, dont particulièrement le brevet. Donc là, il faudrait, j'imagine, si vous l'avez pas déjà fait, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça, sur l'appropriation du vivant par les droits de propriété intellectuelle et industrielle, et particulièrement les brevets. Mais c'est effectivement ça qu'ils cherchent à faire, mais ils n'ont rien inventé. Toute cette diversité, ils ont été la chercher dans les champs des paysans, dans les champs des jardiniers. C'est là qu'ils ont été chercher la diversité qui avait été, disons, sélectionnée, échangée librement pendant des années. Ils sont venus se servir. Et avec les outils qu'ils ont, ils ont pu identifier certaines séquences génétiques pour les breveter, avec tout un tas de techniques différentes pour le brevetage. Et dans certains cas, même pour réinterdire aux paysans ou je pense aussi aux gens qui utilisent la pharmacopée amazonienne, les chamans, etc. L'industrie pharmaceutique a fait la même chose en allant aller voir comment ils soignaient avec telle plante, en extraire la molécule, poser un brevet dessus pour finir en tentant d'interdire l'utilisation de la plante elle-même traditionnelle par les utilisateurs originaux. Donc effectivement, on est dans une politique vraiment agressive d'appropriation par rapport au vivant, grâce à ces brevets qui sont acceptés et qu'on pense que si effectivement on avait tous ensemble à empêcher et interdire tout brevetage du vivant, on n'aurait pas de problème d'OGM aujourd'hui, puisque les OGM technologiquement ils n'amènent rien, quoi. Hein. Aujourd'hui on le voit, depuis qu'ils existent, ils ont pas vraiment amené de bienfaits malgré la propagande énorme qui a été mise dessus. Aujourd'hui l'essentiel des OGM qui sont utilisés sont des OGM pesticides, soit des OGM qui résistent au glyphosate ou à un herbicide pour pouvoir pousser et qu'on puisse, donc c'est juste un intérêt, je dirais, de process industriel au niveau de la culture, ou des OGM qui produisent eux-mêmes une molécule insecticide comme les maïs BT et les plantes BT qui produisent un insecticide pour tuer la pyrale. Mais pour faire ces deux choses-là, il y a d'autres techniques agroécologiques et paysannes qui existent toujours et qui sont bien plus respectueuses du vivant, de l'environnement, qui polluent pas, qui laissent pas des traces dans nos corps et dans la terre. Oui. Alors Patrick de Cocheco, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Oui. On reste en ligne et après on reprend dans une minute à peu près. D'accord.
Voilà, donc on va reprendre notre conversation avec Patrick Kochko dans le cadre de cette 21e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM qui est proposée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. C'est effectivement l'équipe d'InfoGM qui a proposé que voilà, on fasse cette émission avec toi, donc Patrick Kochko. Et on était en train de parler de la différence entre les semences paysannes et les semences industrielles. Il y a un élément encore, parce que tu parlais du blé, qui a toujours été une espèce nourricière extrêmement importante pour à travers le monde, quoi. Mais que ce processus avec l'industrialisation des semences et tout ce processus, ils ont même réussi à le rendre en quelque sorte toxique. Oui. C'est un exemple qui est parlant et c'est un exemple que je connais bien puisque j'ai produit du blé du coup à partir de variétés paysannes. J'ai produit de la farine et j'ai fait du pain et on voit bien qu'il y a deux types de blé, deux types de farine, deux types de pain et qu'en fait, encore une fois, c'est pour donner l'exemple que c'est la semence qui détermine tout le système jusqu'à l'aliment qui va venir qui va venir dans notre bouche et c'est important de le comprendre parce que le blé, il a été sélectionné à partir du début du XXe siècle et il a été sélectionné de façon industrielle. Et il a été assez compliqué, et ça reste encore, je dirais, compliqué d'accéder à d'autres semences que des semences industrielles de blé. Alors, les variétés de pays dont je parlais tout à l'heure, comme le rouge de Bordeaux, le blé de Redon, il y a quand il y a en général un nom de pays, c'est un blé qu'on trouve majoritairement dans une petite région. C'est les paysans qui les avaient adaptés chez eux, qui se les étaient échangés, il y a des croisements naturels qui se sont faits parfois, ils les repèrent, ils les gardent pour les années suivantes, ils regardent si c'est intéressant pour la farine, etc. Et tout ce processus a généré des centaines et des centaines des milliers de variétés de blé en France, en Europe et dans le monde entier. Et d'ailleurs, Longomaille avait une collection de blé assez incroyable dans les différents lieux de Longomaille et particulièrement en Allemagne et qu'ils ont réparti il n'y a pas très longtemps. On en avait récupéré quelques variétés lors d'une réunion au Mas de Granier. Et en fait, c'est à partir de ces variétés, on peut arriver à tout ce qui va derrière. On va faire passer ce blé sur une meule de pierre pour pas que le blé chauffe, pour garder tous les nutriments, y compris le germe de blé. Derrière ça, on va avoir une panification au levain naturel et on va faire cuire ça la plupart du temps dans un four à bois pour avoir un pain qui derrière est nourrissant, qui n'est pas toxique, qui est vraiment nutritionnellement riche, alors que la voie industrielle est allée piocher dans ces variétés paysannes de pays un peu partout dans le pays et à partir de là essayer de récupérer d'abord sur deux avantages principaux, la productivité et la résistance aux maladies puisqu'on est dans des régions humides, le blé étant une culture d'hiver qui passe beaucoup de temps dehors l'hiver, sous la pluie, etc., les besoins de résister aux maladies. Et donc ils ont ensuite fait des croisements, etc., et développé des variétés qui donc avaient l'intérêt, pour certaines, de résister aux maladies et surtout d'être très productives. Mais le problème, c'est que des variétés très productives avec beaucoup d'engrais, en général, elles poussent très haut et elles tombent par terre. Donc c'est difficile de les ramasser, parfois c'est carrément impossible. Donc il faut faire quelque chose là-dessus. Donc on est allé chercher un blé japonais qui est un blé nain et on a fait rentrer par des croisements à l'intérieur des variétés européennes qu'on commençait à sélectionner pour faire réduire la taille du blé pour avoir des blés nains qui fait que malgré les engrais, en fait, les tiges restent assez courtes et que le blé ne verse pas par terre. Et derrière ça, en fait, on a sélectionné également
des blés pour le process industriel qui se passe derrière, parce qu'aujourd'hui un blé industriel, donc il est poussé à force d'engrais et de pesticides dans tout le kit dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il est ramassé et il est vendu à des meuniers industriels. On passe sur des moulins qui sont des moulins sur cylindre et non plus des moulins sur meule de pierre et qui font à la limite chauffer la farine. Et c'est pas du tout la même technique d'extraction et la qualité de la farine n'a rien à voir avec la qualité d'une farine extraite sur meule de pierre. Et derrière cette farine sur cylindre, eh ben, on va la panifier avec de la levure chimique qui a une poussée beaucoup plus forte, qui émet beaucoup plus de gaz et des poussées beaucoup plus fortes au moment où le pain se fait. Donc il y a du gaz qui fait gonfler le pain avant qu'il soit rentré dans le four. Et pour résister à ça, il faut des molécules de la colle en fait, comme du chewing-gum en fait, c'est le gluten, le fameux gluten. Et on a sélectionné des blés pour avoir des gluten très forts, très gros, qui permettent de résister à cette poussée violente de la levure chimique et qui résistent aussi à tout ce qui est machiné, parce qu'en fait, le processus industriel sont des machines qui interviennent, des gros pétrins mécaniques très violents, donc qui bougent beaucoup la pâte, alors que en général, dans la boulange paysanne, eh bien, c'est soit des pétrins très légers, soit des pétrissages manuels. Donc on sent la pâte, on la tire pas trop fortement. Donc là, c'est pareil, il faut que dans le processus industriel, il faut que cette pâte résiste, et donc il faut des gluten très costauds. Et voilà, et du coup, à la fin du compte, on arrive à des blés qui ont été sélectionnés pour des process industriels, mais qui ne sont plus digestes, puisque ces gluten qui ont été sélectionnés sont des molécules beaucoup plus grosses que les gluten des variétés de pays, des variétés paysannes, et elles détruisent nos intestins, et elles créent tout un tas de problèmes, dont la maladie cœliaque, entre autres, et tout un tas d'intolérances au gluten qui explosent partout, mais il n'y a pas des gluten des variétés paysannes. Et c'est un peu ça le problème, c'est que en général la distinction n'est pas faite, et beaucoup d'aujourd'hui de gens, de médecins, etc., repérant ces problèmes d'intolérance au gluten chez leurs patients, leur recommandent de ne plus manger de gluten du tout, et de se priver totalement de gluten, ce qui développe encore tout un business de produits transformés sans gluten, mais sans faire la distinction entre ces céréales paysannes qui n'étaient pas toxiques et qu'on retrouve encore du coup dans tout le réseau des paysans boulangers, du réseau semences paysannes ou autres d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres gens en France, dans tous les départements maintenant, qui ont compris ça et qui cultivent des bonnes variétés, qui ont des petits moulins à meule de pierre et qui boulangent au levain naturel et qui proposent des pains qui sont digestes. Mais on a été souvent trop loin dans l'industrialisation de l'alimentation avec la baguette chimique qui a suivi tout le processus dont j'ai parlé, donc engrais chimiques, pesticides, variétés sélectionnées pour des gros gluten, ensuite moulins sur cylindre, levure chimique, etc., pour arriver à des baguettes qui sont, pour le dire clairement, toxiques. Et j'oublie une chose, c'est que dans les farines de blé qui sont proposées, de blé industriel, qui sont proposées aux boulangers aujourd'hui, qui arrivent soit dans les terminaux de cuisson, soit chez des boulangers qui achètent leur boulangerie à des meuniers industriels, on rajoute de l'extrait de gluten. Et cet extrait de gluten est en lui-même particulièrement toxique. Quand le gluten est extrait de la matrice, non seulement ces gros gluten sont toxiques, mais quand ils sont extraits de la matrice générale de la farine et qu'ils sont rajoutés en plus, ils rajoutent une dose de problèmes sanitaires. Et quand on en a trop mangé, souvent, en fait, les dégâts sur nos intestins sont irréversibles, ce qui fait que même si on veut repasser à des pains issus de farine paysanne ou de petites épeautres, etc., c'est pas toujours possible parce que on a eu trop de dégâts causés par ces blés et ces farines industrielles. Je vous rappelle, vous êtes en train d'écouter un entretien avec Patrick de Cocheco, paysan boulanger dans le Lot-et-Garonne, qui était pendant longtemps le coordinateur du réseau Semences Paysannes. Patrick, je voulais juste être sûr que j'ai bien compris. En fait, depuis toujours, il y a du gluten dans du pain, mais il y a du gluten, ou il y a des niveaux du gluten
dont les pains traditionnels, on pourrait dire, avec des semences paysannes, etc., qui ne sont pas nuisibles. Et c'est seulement à partir du moment où on augmente radicalement cette quantité de gluten que ça devient problématique, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la quantité de gluten, donc on sélectionne des plantes avec beaucoup de... Les gluten, c'est une protéine, donc c'est quand on rajoute beaucoup d'azote dans les champs, c'est pour nourrir la plante et qu'elle développe plus de protéines, et donc qu'elle développe ses gros gluten. C'est à la fois la quantité de gluten, la quantité de protéines dans la plante et la quantité de gluten, mais à la fois la taille aussi des molécules de gluten, puisqu'en fait le gluten c'est une espèce de molécule qui s'enchevêtre comme une petite pelote de fil en fait. On le voit très bien quand on l'observe sur des microscopes électroniques. On voit les gluten des variétés de pays. En fait, ils se défont très facilement. Ils sont tout petits. Les molécules sont toutes petites. Elles se défont très facilement. Du coup, notre corps est capable de couper les acides aminés qui constituent cette chaîne et qui va créer la protéine et de les digérer intégralement. Alors que les molécules de gluten des variétés modernes sont énormes et en fait elles n'arrivent pas à se défaire complètement et on ne les digère pas. Et comme du coup ça fait des amas de colle qui viennent se placer dans notre intestin et au bout d'un moment ça finit par perforer la paroi intestinale parce que on n'arrive pas on ne les digère pas. Mais effectivement du gluten il y en a dans tous les blés et en fait c'est l'intérêt des céréales comme le blé, même le petit épeautre, il y a du gluten dedans. Et ben c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à faire du pain parce que c'est ces molécules-là qui permettent de faire lever le pain. Quand le levain fermente, il dégage un petit peu de gaz, ça fait gonfler un peu des bulles à l'intérieur du pain et ça fait lever le pain qui permet d'avoir une cuisson homogène quand il est dans le four. Et donc quand on veut aller vite, quand on sélectionne pour un process, nous quand on fait du pain en été, ça va plus vite qu'en hiver. Les durées sont jamais les mêmes. Il faut s'adapter tous les jours en fonction s'il y a des orages, s'il fait chaud, si c'est humide. Le levain réagit différemment, les levées sont différentes. Alors que ce qu'on veut dans l'industrie, c'est que on veut que la levée elle soit exactement d'1 heure, 1 heure et demie. Donc on met la levure qu'il faut